Donc, d'abord, merci de votre invitation, merci de vos présentations. Je suis obligé de rapporter juste une petite précision, c'est que le spécialiste de la défense européenne, c'est un sujet que je connais, mais le spécialiste de la défense européenne, c'est mon frère. Voilà, donc c'est une affaire de famille. Ah, d'accord, excusez-moi. Autant pour moi. Non, oui. Je suis heureux qu'il apparaisse. Je commence mon exposé par un mot pour dire le pourquoi de ce titre, l'anthropologie face à la guerre. C'est quoi le sujet? Titre un peu provocateur. La guerre est un vieux sujet des sciences humaines les plus... Monsieur Faval-Lévesque, je vous ai mis comme présentateur, vous avez la main sur le diaporama. D'accord, voilà. Merci. Donc je disais, la guerre est un vieux sujet des sciences humaines. Les plus vieux livres connus en parlent. L'Iliade et l'Odyssée, la guerre du Péloponnèse de Thucydide, l'art de la guerre de Sun Tzu. Et de fait, le sujet est largement abordé au travers de multiples disciplines, philosophie, histoire, droit, politique et stratégie. Et en fait, l'anthropologie scientifique qui émerge au XIXe siècle va s'emparer du sujet avec une certaine réticence. Elle se trouve un peu forcée d'en parler par la présence même du phénomène, mais dans les discours, elle affiche souvent une sorte d'excuse, d'auto-justification à parler d'un fléau de l'humanité. Elle se fixe alors pour ambition de contribuer à faire disparaître ce fléau, ambition un peu grande, voire disproportionnée. On peut constater que les préhistoriens ne prennent pas de telles précautions oratoires pour parler des conquêtes d'Alexandre, de Gengis Khan ou de Napoléon. Devant ce sujet abondamment traité et qui met mal à l'aise des scientifiques humanistes, il y a bien une question de positionnement de l'anthropologie face à la guerre. Je vais aujourd'hui essayer de vous montrer que la guerre est un vrai grand sujet d'anthropologie. Pour cela, je vais en introduction vous décrire comment se structure le discours anthropologique, puis je vais illustrer l'évolution de ce discours au travers de l'histoire de trois de ses composantes. En préalable, alors comment je fais avancer le diaporama? Comment fait-on avancer le diaporama? Vous cliquez sur les flèches du bas de... Non, vous avez grossi là le truc. Il faut... Non, pas ça. Je touche à rien. Oui, si, apparemment, avec votre souris. Non, il faut utiliser les flèches du bas, mais je peux pas revenir. Attendez, j'ai pas la main, moi. Alors, je redeviens présentateur. Voilà, vous voyez les flèches du bas ici, vous voyez? Quelle flèche du bas? Sur l'écran? Oui, sur l'écran. Vous avez des flèches. Allez, voilà. Mais le problème, c'est que vous avez grossi. Il faut que je baisse le... Voilà, baisser à 100. Voilà. Vous avez ici les flèches, vous voyez? Faites avancer, diapositive 1, vous voyez ce que je veux dire? Non. En bas de votre image. Là, oui, donc... Alors... Allez, maintenant, je vous redonne la main. Attendez. Voilà. Donc, vous avez, va apparaître maintenant en bas de votre image, présentateur, diapositive 1, etc. Vous avez une flèche. Non, pas celle-là. Ça, vous attendez, ça va pas. J'ai pas compris la flèche. Attendez, pas les plus et moins qui sont à droite, mais juste quand vous avez la main, en bas de l'image apparaît le mot diapositive 1 avec une flèche à gauche, une flèche à droite, et vous appuyez sur la flèche à droite. Pour l'instant, elle n'apparaît pas parce que c'est moi qui ai la main. Donc, je vais vous redonner la main sur le diaporama et vous allez avoir apparaître ces flèches et vous allez pouvoir les, en cliquant dedans, ça fait avancer, mais pas sur le plus et moins qui sont complètement à droite, qui font juste un zoom. C'est un zoom, ça. Et donc, là, il faut redescendre à 100%. Voilà, 100%. Vous comprenez ou c'est pas clair? Sinon, je l'ai... Non, ce que vous avez fait, dites-moi quand je passe les diapos. Voilà. Bon, ok, parce que pour l'instant, je vois pas de flèche. C'est pas grave. Dites-moi quand je passe à diapo 2, diapo 3, etc. Donc, ok, allez-y pour la diapo 2. Merci. Donc, en préalable, je vous présente donc les structures du discours anthropologique. Je vous demande d'accepter ce préalable. C'est un des résultats de mes travaux de thèse. Il y a tout d'abord les trois niveaux du discours sur la guerre en anthropologie. À la base de cette pyramide, on trouve tout ce qui permet de décrire le ou les phénomènes liés à cette activité. Qu'est-ce qu'un affrontement? Quels en sont les motifs? Avec quelles armes? Comment? Les pertes, les rites, le traitement des vaincus, des corps, etc.
Le discours explicatif, lui, se divise en deux. Tout d'abord, des éléments récurrents qui sont des facteurs structurels de bellicosité, tels que la démographie, l'écologie, les religions, les organisations sociétales. Et au sommet, il y a la question de l'origine de la guerre, plus exactement celle de l'émergence du phénomène, avec ses causes, sa temporalité, le processus et la pérennisation du phénomène. Diapo suivante. La deuxième composante du discours est ce que j'appelle les 4 dimensions de la réflexion anthropologique. La dimension, on ne va pas regarder dans le détail cette vue, mais simplement pour les citer, la dimension préhistorique s'intéresse à la guerre à la préhistoire. Son champ disciplinaire est la préhistoire et sa source est l'archéologie préhistorique. La dimension ethnologique s'intéresse à la guerre primitive. La dimension actualiste s'intéresse à la guerre classique et moderne, c'est celle qui est racontée par l'histoire. Et les dimensions évolutionnaires s'intéressent à la violence animale et humaine, et il va y avoir des disciplines telles que la phylogénie, l'éthologie et la paléoanthropologie. Ce premier aperçu montre donc que l'anthropologie envisage 4 mondes de la guerre à la préhistoire, la guerre des sociétés primitives, la guerre historique et la guerre animale. L'une des grandes questions sera de savoir si ces mondes relèvent du même sujet ou non. Avec ces 2 outils, on peut facilement se positionner dans la gamme des discours et faire le tri dans le type d'argument utilisé et déjouer les pièges qui minent le terrain du chercheur. Diapo suivante. Voici le premier d'entre eux en entrant dans le monde préhistorique et la suivante. Je vous présente Madame Cro-Magnon. Ce fossile, l'un des 3 squelettes trouvés dans l'abri du même nom, présente la trace d'une blessure sur la partie droite du crâne, à les limites du frontal et du temporal. C'est Paul Broca, médecin, fondateur de la Société d'anthropologie de Paris, craniologue. L'aire de Broca, c'est lui. Une référence internationale de l'époque qui examine ces fossiles et va droit à la conclusion que je lis. Les habitants d'Ézésie se montrent à nous comme une population aux mœurs violentes. Car si la blessure du vieillard, c'est un des 3 autres squelettes, a pu à la rigueur n'être qu'un accident de chasse, celle de la femme a été évidemment produite par une main meurtrière. Conclusion sans l'ombre d'une preuve. Donc on passe au problème suivant et à la diapo suivante. Comment passe-t-on d'une trace à une preuve de violence, à une trace de violence volontaire, puis éventuellement à une preuve ou un indice de guerre? Premier exemple, le docteur Prunière, médecin de Marvejols en Lozère, membre de la Société d'anthropologie de Paris. Grand fouilleur, il a fouillé 120 dolmens, 60 tumulus, une quinzaine de grottes. Premier élément de son argumentation, une pointe de flèche qui reste fichée dans un ossement est considérée comme un indice fort d'un geste hostile. Bien sûr, l'accident est possible, mais le tir à l'arc se fait à courte distance. Donc, vraisemblance d'un geste hostile. Deuxièmement, il analyse les pointes de flèche. Je vous cite son argumentation. Ces silex ne sont pas ceux que taillaient les habitants des baumes chaudes dans leurs grottes d'habitat, mais ce sont les fines flèches si caractéristiques des dolmens voisins. Et il conclut à une guerre d'extermination entre les hommes des dolmens et ceux des cavernes des gorges du Tarn. Deuxième exemple, le baron de Baille, aristocrate fortuné, grand voyageur, il essaie d'aller un peu plus loin et d'apporter la preuve du combat. Pour cela, il analyse la population constituée par les fossiles. Tous les sujets, et je vous donne son raisonnement, tous les sujets reposant dans la grotte étaient adultes. Ils avaient tous reçu simultanément la sépulture. Évidemment, la grotte ne contenait que des hommes capables, par leur stature et leur âge, de soutenir la lutte et d'affronter les dangers d'un combat. Ils avaient été inhumés avec les silex lancés contre eux et restés dans leurs blessures. Après ces 2 exemples, il reste quand même un bon bout de chemin à faire en termes de méthodologie. Diapo suivante.
Je reviens vers Madame de Cro-Magnon et je mets en regard Monsieur Sima de los Huesos, qui est beaucoup plus âgé, il a 430 000 ans. La ressemblance entre les deux blessures paraît assez évidente. Pour Sima de los Huesos, on distingue deux impacts. Vous voyez deux trous dans le crâne, deux impacts qui confirment une violence meurtrière intentionnelle. Et quand on veut tuer quelqu'un, on lui frappe fort sur la tête. Un droitier pour los Huesos, qui va toucher le côté gauche, un gaucher pour Madame de Cro-Magnon, à moins que le coup soit donné par derrière. Hélas, pour Madame Cro-Magnon, la blessure finalement ne s'est pas avérée être une blessure, mais le résultat d'un coup de pioche. On y a cru pendant un siècle. De là découle un principe de précaution, la blessure individuelle ne peut jamais prouver la guerre. Malheureusement, de ce principe juste a découlé une conviction fausse que les fossiles ne pourraient jamais répondre à la question sur la guerre. Diapo suivante. Il va falloir attendre les années 60 pour sortir de cette impasse. Les découvertes se multiplient et des preuves de guerre sont retrouvées sur 3 continents. Je cite Djebel Sahaba, 1968, au Sud-Soudan. Vous avez une conférence sur ce sujet-là dans le séminaire qui est prévu. À partir des années 80, plusieurs sites européens qui correspondent à la période du Rubané, c'est-à-dire 7 à 6 000 ans avant le temps présent. Voici quelques-uns de ces sites: Thalheim, Aspanchex, Erxheim, Schoneck-Killenstaden, Hackenheim, Bergheim. Je crois que Bergheim, vous avez également une conférence sur ce thème. Aux États-Unis, en 1980, c'est la découverte d'un site qui s'appelle Crow Creek. Je vais vous en parler juste après. En 2016, le site de Nataruk, à côté du lac Turkana, c'est à peu près 10 000 ans avant le présent. En 2019, Grande Dolina en Espagne, un cas d'exocannibalisme qui daterait de 800 000 ans, je vais y revenir un peu plus tard. Et 2019, la grotte du Placard, cas d'exocannibalisme d'à peu près 20 000 ans. On peut avoir la diapo suivante. Je vous propose maintenant 2 exemples d'analyse. La diapo suivante. Oui, elle arrive. 2 exemples d'analyse de sites pour répondre à la première question de Lewis Binford, l'archéologue américain, dans In Pursuit of the Past. Il a 3 questions. La première, c'est que s'est-il passé? Premier exemple, Crow Creek. C'est dans le Dakota du Sud et ça remonte à environ 1320 de notre ère. On a retrouvé les restes de 486 individus. Comment on sait qu'il y en a 486 dans cet amas d'ossements? On a décompté les temporaux droits. Il n'y en a qu'un par personne. La population comprend des individus des 2 sexes, de tous âges, y compris les enfants. Seule exception, absence des femmes entre 15 et 30 ans. Conclusion, une attaque d'un village suivie par le massacre des vaincus, ont été enlevées les femmes en âge de reproduction. Deuxième exemple, Nataruk, qui se trouve sur les bords du lac Turkana, dans le nord du Kenya. Les squelettes de 21 adultes, plus 6 enfants, 10 traumatismes majeurs. Hypothèse d'un massacre dont les circonstances sont difficiles à décrire précisément, peut-être une mauvaise rencontre qui a mal tourné, ou au contraire une embuscade. Diapo suivant. Pour essayer de répondre à la deuxième question de Binford, qu'est-ce que cela signifie? On peut essayer de pousser le questionnement dans le temps ou dans l'espace. Cette carte d'Europe rassemble les sites où ont été retrouvées des traces non ambiguës de violence et qui correspondent à la période culturelle que j'ai déjà citée, le Rubané, de 7000 à 6000 ans avant le présent. On peut émettre l'hypothèse d'une période plus particulière de violence, sans toutefois être en mesure aujourd'hui d'en préciser les contours, car l'espace de temps s'étend quand même sur près de 2000 ans. Diapo suivante. On peut également catégoriser les différents types de sites qui racontent
la violence interhumaine au temps de la préhistoire. Tout d'abord, les combats massacres, Nataruk, que je viens de citer, Thalheim, Crockett, les cimetières sépultures, le cimetière de Sahaba ou le site de Roex, où il y a ce qu'on appelle une couche de guerre. L'exocannibalisme, j'ai cité le mot tout à l'heure. L'exocannibalisme, on distingue dans le cannibalisme l'endocannibalisme où le groupe mange les siens, c'est en général associé à des sites liés à la mort, et l'exocannibalisme où on mange les autres. Et l'exocannibalisme est généralement associé à de la violence entre les groupes et donc globalement qu'on peut regrouper sous le terme de guerre. Donc plusieurs sites, la grotte du placard en France, Gove Cave en Angleterre et Grandolina. Alors Grandolina, un point d'interrogation s'impose, car s'il y a preuve de cannibalisme, l'exocannibalisme, la démonstration est sujette encore à caution. Et dernier type de site, c'est des sites où on va trouver des traces de trophées, de démembrement ou de sacrifices. Deux exemples en Alsace, Hackenheim et Bergheim. La photo que j'ai mise sur le site, c'est celle de Bergheim. Slide suivant, pardon. En conclusion, sur les traces ostéologiques, on peut dire les choses suivantes, qu'il aura fallu un peu plus d'un siècle pour établir la méthodologie pour passer de la trace ostéologique de violence à l'indice ou à la preuve de guerre, et pour accumuler suffisamment de sites pour constituer ce qu'on peut appeler un ensemble significatif de données sur la violence à la préhistoire. L'archéologie préhistorique devient enfin, et seulement récemment, un argument majeur dans le débat sur la guerre. Pendant longtemps, le sujet fut marginalisé, tant pour des raisons méthodologiques que parce que l'histoire de l'homme et des races occupait le champ principal des questionnements de l'anthropologie. Aujourd'hui, on a deux axes préférentiels. D'une part, les traces de blessures, que je viens de vous raconter, et d'autre part, les armes, pour lesquelles une démarche totalement similaire à ce que je viens de faire pourrait être présentée. Enfin, bien sûr, les limites de l'archéologie préhistorique sont liées à la conservation des traces, et plus le temps s'éloigne, moins on voit de choses. Je vous invite maintenant à changer de monde et à entrer dans celui de la guerre primitive. Slide suivant. Slide suivant. L'ethnographie est historiquement la première approche anthropologique du sujet guerre. La guerre primitive est évidemment un élément de l'étude des sociétés traditionnelles, appelées primitives jusqu'à il y a peu. C'est un élément parmi d'autres, le mode de vie, les rites, etc., mais c'est un élément qui tient beaucoup de place dans l'étude de ces sociétés. Par ailleurs, cette guerre primitive fournit la composante majeure sur laquelle se bâtissent les hypothèses de la guerre préhistorique via le processus qui s'appelle le comparatisme ethnographique. On dispose comme source de récits des explorateurs, des témoignages d'Européens adoptés par les tribus. Je vous ai mis la photo de William Buckley, qui était un bagnard britannique en Australie, qui s'est évadé, qui a été recueilli dans une tribu aborigène et qui a vécu 32 ans. Et bien sûr, il y a le travail des ethnologues. L'observation des sociétés traditionnelles est une source très riche de documentation de la guerre. Elle fournit des données sur les armes, leur utilisation, les formes de combat, leur fréquence, les morts, le traitement des prisonniers, les rites, les cultures, etc. Premier auteur à aborder officiellement le sujet des guerres primitives, slide suivant. Pete Rivers, c'est un officier britannique, il a participé au siège de Sébastopol, c'est un ethnologue, c'est un archéologue et c'est un très grand collectionneur. Le Pete Rivers Museum, qui est aujourd'hui à Oxford, rassemble aujourd'hui 1,5 million de pièces. Pete Rivers fait sa première conférence sur le sujet dès 1867. Il y entre par les armes. Il y applique un mécanisme darwinien de petites améliorations progressives, ainsi le bâton qui se trouve au centre de cette image et qui est l'arme originelle. Ce bâton devient massue si vous allez vers le haut. Il devient
javelot si vous allez vers le bas, il devient boomerang si vous allez vers la gauche et il devient bouclier si vous allez vers la droite. Mais l'approche de Pitt Rivers va encore plus loin parce que c'est une vision globale de l'émergence de la guerre qui en fait répond au besoin de sécurité qui est le premier besoin d'un groupe d'individus vivant en société. Pour lui, le premier outil fut une arme. Slide suivant. L'approche ethnographique du XIXe siècle s'appuie principalement sur deux mondes. Le premier est le monde aborigène australien. Dans ce monde de chasseurs-cueilleurs, préservé du contact avec le monde occidental jusqu'au XIXe siècle, les affrontements entre groupes existent. Sont décrits les pratiques guerrières et l'armement extrêmement abondant. À noter deux choses dans cet armement. Tout d'abord, l'absence de l'arc, car l'arme de lancer est le propulseur. Sur la photo, vous voyez les trois hommes de gauche, l'homme de gauche, qui a un bouclier et un boomerang, et les trois autres, des propulseurs et des boomerangs. La scène est l'exécution d'une sentence judiciaire. Ensuite, deuxième élément à souligner, c'est la présence du bouclier. Le bouclier est une preuve de combat entre les hommes. Si on a besoin de se protéger, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Slide suivant. L'autre source était bien évidemment l'Amérique du Nord. On a là un monde caractérisé par une grande culture du guerrier. Ce monde entre en conflit avec la guerre moderne. Ce moment historique constitue un point de contact entre trois mondes. Le monde occidental y rencontre un monde primitif, lequel peut être rapproché d'un préhistorique récent, justifiant un comparatif qui allait de soi entre les Indiens du contact et ceux d'avant le contact, auquel on va attacher le qualificatif de préhistoire. Donc là, il y a un petit problème, voilà. La documentation est très large, là encore, les missionnaires, les prisonniers adoptés, et bien sûr les anthropologues américains, qui sont nombreux. On peut citer Lewis Morgan, auteur du fameux Ancient Society, mais qui avait auparavant rédigé une monographie des Iroquois, un peuple très guerrier. Ces deux mondes, aborigènes et amérindiens, slide suivant, illustrent la guerre dans une vision évolutionniste, linéaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'humanité est en marche vers la civilisation via un progrès continu qui comprend trois grandes phases: la sauvagerie, c'est les chasseurs-cueilleurs, la barbarie, ce sont les néolithiques, et la civilisation, on va dire que c'est nous. Ce progrès peut être mis en évidence dans la guerre et se caractérise par l'humanisation, je pense que le point d'interrogation est nécessaire, des pratiques au fil des stades. La chasse à l'homme et le cannibalisme pour la sauvagerie, l'esclavage et la rançon pour la barbarie, et enfin un usage modéré de la victoire quand on est dans un civilisé. Slide suivant. On arrive maintenant, on change de monde. Non, et par ce vrai bon sauvage, j'entends que l'anthropologie va caractériser un bon sauvage, c'est-à-dire un type de société qui correspond à cette notion, qui est elle-même ancienne et qui remonte par exemple aux premiers navigateurs et aux premiers contacts, et qui fut après théorisée par Rousseau. Slide suivant. Premier temps de cette caractérisation, la Seconde Guerre mondiale provoque un renversement des idées dans l'anthropologie, et notamment dans l'anthropologie américaine, dans la foulée du culturalisme. Jusque-là, l'idée générale, c'était que la guerre était aussi ancienne que l'homme, avec le flou de cette proposition, puisqu'on ne sait pas très bien ce que signifie aussi ancienne que l'homme. Mais avec le culturalisme, on a trois grands principes. Premièrement, Margaret Mead dit que la guerre est juste une mauvaise invention de l'homme, et ce ne correspond nullement à une nécessité biologique. Sa consoeur et amie, Ruth Benedict, voit dans la guerre primitive
juste un jeu sportif. Alors certes, il y a des pertes, mais ces pertes sont socialement supportables par les sociétés qui les pratiquent. Quant au troisième, Turney, il montre que cette guerre primitive n'est pas la vraie guerre. Pourquoi elle n'est pas la vraie guerre? Parce qu'il lui manque beaucoup de choses. Il n'y a pas d'organisation, pas de planification, pas de commandement, pas de tactique, pas de stratégie, bref, tout ce qu'il y a dans la guerre moderne. Et donc, l'absence de ces éléments explique entre autres le caractère bénin de cette guerre primitive. Deuxième étape, slide suivant. Le néo-évolutionnisme théorise une nouvelle vision des sociétés, de l'évolution des sociétés. Le néo-évolutionnisme est d'abord américain. Il est dit multilinéaire, par opposition à celui du XIXe siècle, et propose une nouvelle vision évolutionniste de la société, laquelle évolue de la bande égalitaire, celle du chasseur-cueilleur, à l'État, via un certain nombre de stades tels que la tribu et le royaume. Les cheminements peuvent varier alors qu'ils étaient uniques dans l'évolutionnisme linéaire. Et à la place du progrès, on trouve la complexification des structures. Et dans cette théorie, le phénomène guerre croît avec le mouvement vers l'étatisation. Il touche son maximum avec les empires, les premiers empires, Égypte, Babylone, Perse, ou en Mésoamérique, les Incas et les Mayas. On a donc un mouvement inverse de celui décrit dans l'évolutionnisme linéaire. Troisième étape, donc slide suivant. Le colloque Man the Hunter de 1966 consacre l'adaptation la plus réussie et durable que l'homme ait jamais réalisée. Marshall Sahlins affirme que l'âge de pierre est un âge d'abondance, en s'appuyant sur l'observation ethnographique, notamment les San, les Pygmées ou les Asda d'Afrique du Sud, qui montrent que les chasseurs-cueilleurs ont une vie facile, c'est pas une vie de survie, et que notamment l'acquisition de la subsistance ne pose aucun problème, et que ces sociétés constituent des sociétés de loisirs. Je cite Sahlins, « Il y a deux voies possibles qui procurent l'abondance. On peut aisément satisfaire des besoins en produisant beaucoup ou bien en désirant peu. En adoptant une stratégie de type zen, un peuple peut jouir d'une abondance matérielle sans égale avec un bas niveau de vie. » De là sort la conviction que le chasseur-cueilleur, égalitaire, qui vit en équilibre avec la nature, ignore la guerre. Il en découle une thèse explicative simple, la guerre a été inventée, comme le disait Mead, au néolithique par l'agriculteur. Slide suivant. L'ethnographie remet l'accent sur certaines populations belliqueuses, donc slide suivant. Tout d'abord en Amérique du Sud, avec notamment l'ethnologie française, avec les grands noms que sont le Claude Lévi-Strauss, qui travaillait sur les Lambiquara, Pierre Clastre sur les Gayakis, ou Philippe Descola qui a vécu chez les Givaro. Par ailleurs, Napoléon Chagnon déclenche une véritable polémique avec sa monographie des Yanonémeux, où il soutient une meilleure reproduction des guerriers dans une thèse totalement darwinienne. Enfin, la Nouvelle-Guinée devient le dernier observatoire en live de la guerre primitive. Elle fait l'objet de nombreux travaux, y compris des vidéos d'affrontements armés entre groupes voisins tournés dans les années 60. Je vous ai mis quelques auteurs, Karl Ryder sur les Dani, Merwin Meggitt, Blood is our Argument, et deux Français, Pierre Lemonnier et Maurice Godelier. Je vous incite à lire la production des grands hommes. Slide suivant. La vision de Man the Hunter est désormais contestée. Tout d'abord, Robert Kelly oppose à cette vision monolithique du chasseur-cueilleur l'existence d'une très grande diversité des modes de vie. Par exemple, le chasseur-cueilleur peut être sédentaire. Mark Allen et Terry Jones montrent par ailleurs que ce monde est loin d'être pacifique. Enfin, le livre de Keeley, Lawrence Keeley, est un événement choc. Il accuse les anthropologues d'avoir pacifié le passé par idéologie.
Je vous renvoie à ce que je disais en introduction, à la problématique des anthropologues avec la guerre. Et il soutient que le monde primitif est très belliqueux, avec notamment un argument de proportionnalité, à savoir que des nombreux petits affrontements seraient très meurtriers pour des petites sociétés. Et le monde primitif serait ainsi plus belliqueux que le monde moderne, y compris celui du XXe siècle. Slide suivant. Pour conclure sur la guerre primitive, on peut résumer le parcours de l'anthropologie sur ses résultats à ce jour comme cela. La guerre est un quasi universel, avec des cultures guerrières très diversifiées. Dans cette grande diversité, on trouve des régularités, les types d'affrontements, prépondérance des reines, mais existence de combats codifiés, une panoplie quasi standard des armes, un répertoire limité de motifs, la vengeance, les femmes, plus rarement la terre, l'existence de la pratique des trophées. À ce jour, l'opposition chasseur-cueilleur-agriculteur est, pour ce qui concerne la violence collective, remise en cause ou tempérée. À cela s'ajoute le questionnement de l'extinction de l'objet d'étude. D'une part, ces sociétés se raréfient et sont lentement absorbées par la modernité qui les encercle, laquelle dilue leur culture. Et par ailleurs, les affrontements armés internes sont bannis par l'État territorial d'appartenance qui impose sa paix par la force. Au bilan, on a une approche descriptive très riche mais qui peine à théoriser. Je vous invite à changer de monde et à rejoindre celui des primates. Slide suivant. La comparaison entre l'homme et l'animal est ancienne, le plus souvent pour faire ressortir la spécificité de l'homme et sa supériorité. Slide suivant. Au milieu du XIXe siècle, le rapprochement avec l'animal est assez facile à faire et se trouve conforté par un darwinisme qui s'installe. La continuité homme-animal est utilisée par Pitt Rivers, par exemple, qui est un darwinien convaincu. L'armement dont l'homme a besoin pour sa défense s'inspire de l'armement des animaux. Armes offensives, les cornes, les griffes, les espadons, et défensives avec les carapaces, les pics, les leurres. Pour Ludwig Büchner, philosophe et naturaliste allemand, l'analogie va beaucoup plus loin avec notamment la guerre chez les fourmis. Je le cite, « Le nombre des morts, des blessés et des mutilés de ces guerres de fourmis n'est pas moins considérable que dans les guerres et les batailles humaines. L'acharnement de la lutte ne le cède pas à celui des luttes entre hommes. Et tous les instincts sauvages de la nature humaine, tels que la volupté du carnage, la férocité, la soif du sang, éclatent alors dans ces petites âmes de fourmis aussi violemment que dans celles des rois de la création. » Pour sa part, Charles Le Tourneau, secrétaire général de la SAP, auteur d'un livre intitulé « La guerre dans les diverses races humaines », va même parler de guerre animale pour l'homme. Il se sert d'abord de cette comparaison homme-animal pour mettre en évidence ce qui distingue la chasse de la guerre, laquelle correspond à de la violence entre congénères, soit des individus de la même espèce. Et dans sa vision évolutionniste, l'homme sauvage se comporte dans la guerre comme un animal, en voyant dans son adversaire un gibier qu'il peut manger. Chasse à l'homme et cannibalisme caractérisent ce stade le plus ancien dans le développement de l'humanité. Le darwinisme, on peut avoir la slide suivante. Le darwinisme va fournir de nombreuses thèses explicatives. La thèse explicative, c'est ce qui permet de répondre à la troisième question de Binford. Après, que s'est-il passé et puis qu'est-ce que cela signifie? Voici le pourquoi est-ce ainsi. Tout d'abord, le darwinisme social, que l'on doit à Herbert Spencer, philosophe anglais de la fin du XIXe, transpose la lutte pour la vie, struggle for life, en un paradigme du conflit. La guerre est un mécanisme de sélection entre les groupes humains et contribue au progrès de l'humanité et à sa marche vers la civilisation. Cette thèse trouve son paroxysme dans le discours du militarisme allemand des deux guerres mondiales et résonne d'ailleurs étrangement aujourd'hui. Au XXe siècle,
Le darwinisme renaît avec la théorie synthétique et fournit une base scientifique pour de nombreuses thèses explicatives. La première est celle du singe tueur. Raymond Dart, qui est le découvreur de l'enfant de Tongue, le baptise Australopithecus africanus. Il y voit l'échelon manchant qui fait passer la lignée humaine chez les carnivores et qui découvre ainsi la prédation et la voie vers la violence collective. Sa thèse est popularisée dans les années 50 par Robert Ardrey. Pour sa part, Konrad Lorenz, prix Nobel et pionnier de l'éthologie, voit dans l'agression une histoire naturelle du mal, c'est le titre de son livre, la violence humaine devenir meurtrière lorsque l'outil apparaît. En effet, il constate qu'il est difficile de tuer son semblable à main nue. Cela devient très facile avec un instrument pour cela. Le tabou du meurtre qui, selon Lorenz, existe dans la nature, il donne l'exemple du loup qui gracie le vaincu, qui se soumet en offrant sa gorge, est transgressé et la violence collective interhumaine est ainsi libérée. Avec la sociobiologie, on entre de plein-pied dans l'ère de l'éthologie et de celle-ci appliquée à l'homme. Le point de départ est un paradoxe darwinien. Comment expliquer l'altruisme et le sacrifice de la vie librement consentie, qui est complètement contraire aux intérêts de l'individu et à sa reproduction? La réponse se trouve dans le gène égoïste qui stipule que la sélection se fait au niveau du gène. Le niveau de la sélection est depuis Darwin un grand débat. Opère-t-elle au niveau de l'individu, ça c'était Darwin, du groupe, c'est le darwinisme social par exemple, ou du gène, c'est Dawkins. Edward O. Wilson, entomologiste, encore quelqu'un spécialiste des fourmis, est le père de la sociobiologie. Il affirme que les gènes tiennent la culture en laisse, il montre la xénophobie naturelle des groupes sociaux, les fourmis par exemple, et il étend peu ou prou ses conclusions à l'homme. Une grande bataille se déclenche outre-Atlantique avec comme opposants à Wilson des grands noms comme Stephen Jay Gould et Richard Lanventin. En France, la sociobiologie est interdite de séjour tant par les structuralistes que par les darwiniens traditionnels tels que Patrick Thom. Slide suivant. Entre en scène notre cousin le chimpanzé, plus exactement Patroclites. Slide suivant. Goodall met en évidence dans les années 70 l'existence d'une violence collective entre groupes de chimpanzés. Le plus fort des deux groupes tue les individus isolés, surtout les mâles de l'autre groupe. À la fin, il s'empare du territoire et des femelles. La comparaison est vite faite avec l'homme, mais cette découverte de la violence des chimpanzés est une surprise extrêmement gênante. La contestation se fait sous la forme d'une accusation vis-à-vis de Goodall. Ces affrontements seraient la conséquence de la modification de l'environnement de ces deux groupes par Jane Goodall elle-même, qui apporte de la nourriture pour mieux les observer. C'est une pratique qui aujourd'hui ne se fait plus. Toutefois, le phénomène est à nouveau observé chez plusieurs groupes de chimpanzés en différents endroits et sans aucune intervention perturbatrice de l'homme, des chimpanzés strictement dans la nature. De nombreuses interprétations ont été faites de ce phénomène et du comparatif qui pouvait être fait avec l'homme. C'est l'objet de l'ouvrage Demonic Males, Apes and the Origin of Human Violence de Richard Wrangham et Dale Peterson. Il commence par analyser la différence de comportement entre les chimpanzés et les bonobos, lesquels se montrent comme très pacifiques. Deux espèces sœurs, très proches, peuvent donc avoir des comportements très opposés en matière de recours à la violence. L'explication pour Wrangham et Peterson tient dans leur environnement. Celui des bonobos est plus riche et permet de soutenir des groupes plus importants, alors que les chimpanzés sont obligés de se diviser pour rechercher leur nourriture, c'est le phénomène de scission-fusion. Chez les bonobos, les coalitions de femelles sont suffisamment nombreuses et puissantes pour tenir tête aux mâles. La hiérarchie des femelles est aussi forte que celle des mâles, elle est dominante dans le groupe. Malheureusement pour nous humains, notre modèle environnemental initial se rapprocherait davantage, je parle toujours pour Wrangham et Peterson,
se rapprocherait davantage de celui des chimpanzés avec le phénomène de bands of brothers ou coalition des mâles, qui vient du fait que ce sont les femelles qui quittent le groupe de naissance pour chercher à se reproduire. Donc tous les mâles d'un même groupe sont frères ou cousins très proches avec une forte proximité génétique. Les mâles se coalisent vis-à-vis des femelles pour les dominer et pour les défendre et les conserver vis-à-vis des autres groupes. Si on fait un peu rapidement un rapprochement avec les chimpanzés, on trouve vite une explication prête à l'emploi pour expliquer l'apparition de la guerre dans la lignée humaine, mais à ce stade, la démonstration reste très insuffisante. Slide suivant. En fait, l'accusation se renforce au travers des éléments suivants. Les primatologues montrent que l'organisation des sociétés de primates ressemble de plus en plus à celle des hommes, que ce soit l'inverse. Chez les primates, la société est hiérarchisée, il existe un dominant, une hiérarchie des mâles, une des femelles, lesquelles femelles la lèguent à leurs descendants, leur position hiérarchique. Les luttes pour le pouvoir sont nombreuses, parfois mortelles, avec des coalitions qui visent directement à renverser le dominant, et je vous renvoie au livre de Franz de Waal. Mais surtout, découverte capitale, l'exoreproduction est un caractère ancestral. Il existe chez tous les primates sociaux. L'évitement de l'inceste qui implique l'exoreproduction ne serait pas une invention de l'homme, mais un héritage phylogénétique. Celui-ci n'a fait que la formaliser par sa culture. Je vous rappelle, l'exoreproduction, c'est aller chercher un partenaire sexuel pour se reproduire dans un autre groupe. Pour Mauss, donc la thèse dite échangiste de Mauss, reprise par Lévi-Strauss, soutient que pour garantir la paix entre groupes, il faut échanger. Pour Mauss, il faut échanger des cadeaux. Pour Lévi-Strauss, l'échange suprême est celui des femmes, organisé évidemment par les hommes. La principale source de conflit devient donc les femmes, ou plus exactement les promesses non tenues concernant les échanges de femmes. Enfin, on ne peut pas ne pas mentionner cette étude publiée par Nature en 2016 qui montrerait que la lignée des primates dans son ensemble est plus violente que les autres lignées. Je vous laisse lire cette citation. Slide suivant. Cette éventuelle ascendance pose un questionnement difficile et très dérangeant. C'est ce que j'ai essayé de rassembler dans cette vue. Comme point de départ, l'anomalie que semble constituer la bande égalitaire de chasseurs-cueilleurs qui constitue une exception dans un environnement de société hiérarchisée, aussi bien chez les hommes que chez les primates. De plus, les sociétés humaines complexes ressemblent aux sociétés de primates et présentent comme elles les deux caractères, hiérarchie et violence. Quels sont donc les cheminements de la société hiérarchisée ancestrale à la société égalitaire primitive? Quel fut le bénéfice de ce changement de structure? Et pourquoi cet avantage aurait disparu ensuite au profit d'un retour à la société hiérarchisée? De nombreuses thèses pour un débat largement ouvert. Un mot sur trois d'entre elles. Christopher Bohm cherche à expliquer la première phase, la société hiérarchisée à la société égalitaire. Les règles du groupe fondées sur le partage visent à éviter toute émergence d'un chef. Raymond Kelly voit un moment clé au moment où le conflit personnel est repris au niveau du groupe. La vengeance de l'outragé est exercée par son groupe en son nom et visera non seulement l'outrageant directement, mais également sa famille et son groupe. Pour Bernard Chappé, auteur de Aux origines de la société humaine, le mâle se pacifie via la monogamie, qui le rassure sur sa parenté et qui l'oblige à l'investissement parental et qui tout ça faisant disparaître ou amoindrit les besoins de conflit entre mâles. Pour ma part, je pense que la clé du mystère se situe
dans le passage du groupe multimâle-multifemelle au groupe familial nucléaire. Résumons ce qu'apporte la comparaison avec nos cousins primates. Slide suivant. Il s'agit d'une approche qui ne conteste pas les travaux archéologiques, ni ethnologiques, mais qui se positionne en amont. On est passé, d'autre part, de la simple analogie, celle qui était utilisée au XIXe siècle, à un comparatisme qui commence à être argumenté et discuté. Cela conduit à des rapprochements inattendus, comme la thèse de l'échange des femmes de Lévi-Strauss. C'est un débat nouveau, source d'anathème. J'en cite un exemple. Je cite Laurent Barry, anthropologue culturel. Pour quelque temps encore, comprendre ce que signifie le hurlement d'un singe perdu dans la canopée ne nous livrera pas, immédiatement et sans coup férir, les clés de lecture des tragédies d'Eschyle. Slide suivant. Conclusion, c'est quoi le sujet aujourd'hui? J'en reviens à ma première question, c'est quoi le sujet? Je vous ai présenté 3 démarches, avec leurs problématiques, leurs avancées et les thèses qui y sont attachées. Ces 3 démarches, l'archéologique, l'ethnographique et la primatologie, semblent se développer en silos, indépendamment les unes des autres. Ai-je forcé le trait? Pas tellement. Pendant longtemps, les anglo-saxons se sont concentrés sur l'ethnographique et ont négligé l'archéologie. Les Français ont privilégié l'archéologie préhistorique et l'ethnologie a ignoré la question de l'origine de la guerre. La primatologie et le comparatif animal a été ostracisé par l'anthropologie culturelle. La question est en fait de savoir si ces 3 approches parlent de la même chose. Est-ce que le phénomène des guerres préhistoriques, de guerres primitives ou de guerres animales sont de même nature? Est-ce qu'on parle de la même chose? Pour moi, la réponse est clairement oui, car les 3 aboutissent à la même question ultime. Quelle est l'origine de la guerre? Quand le phénomène émerge-t-il? Comment se développe-t-il? Pour l'archéologie, c'est jusqu'à quand pouvons-nous remonter? Pour l'ethnographie, c'est que la ressemblance des phénomènes observés partout dans le monde plaide d'une source commune. L'approche primatologique pose de façon dérangeante la question de la continuité des comportements. Donc la question ultime de l'anthropologie est de connaître l'origine de la guerre. Est-ce un héritage phylogénétique? Est-ce une invention d'homo? À quel moment? Où? Et comment le phénomène s'est développé et généralisé, diffusé ou réinventé? C'est un questionnement de long terme. Voici pour moi les questions intermédiaires à résoudre dans les années à venir. Slide suivant. Une première étape serait de savoir si Homo sapiens connaissait la guerre au moment de sa première sortie d'Afrique. Si je vous rappelle aux alentours des 70 000 ans. Si la réponse est positive, cela fournirait l'explication la plus simple à la quasi-universalité du phénomène. Par ailleurs, la transition du groupe multimâle-multifemelle vers la famille nucléaire et la société humaine originelle me paraît un sujet déterminant pour comprendre l'évolution des comportements au sein du groupe et entre groupes et l'évolution du recours à la violence dans ses relations au sein du groupe et entre groupes. J'espère vous avoir ainsi convaincu que la guerre est un grand sujet d'anthropologie. Et je vous remercie de votre attention. Slide suivant. On peut mettre le dernier slide. Voilà.